Bienvenue dans ce 83e show en direct sur Amis Réflexion. Désolé pour le retard, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Et ne tenez pas rigueur des éventuels bugs ce soir, puisque notre ingénieur du son et de l'image a quelques petits soucis du côté du 65, du côté de Lourdes. Mais voilà, je suis content quand même de vous retrouver à tous. La semaine dernière, on a fait un petit live, un petit comité sur notre groupe privé Amis Réflexion. Mais là, on se retrouve avec un invité de marque. Mais avant tout, celui qui a le sourire parce qu'il a fait de la moto sur de la pâte à modeler ce week-end, c'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien. Content de retrouver tout le monde ce soir. Content de parler motocross, enduro, de parler un peu tout terrain avec notre invité. Comme vous voyez aujourd'hui, une image un petit peu décalée pour Loïc et pour Nico. Bon, quelques soucis techniques, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on entende bien ce que nos invités ou notre invité va avoir à nous dire ce soir. C'est un invité de marque encore une fois qui roule depuis un moment, que l'on a vu évoluer autant en motocross qu'en enduro. Donc Nico, je te laisse le présenter un peu plus en détail. Ouais, avec nous ce soir, ça fait plaisir d'avoir des enduristes. C'est rare, malheureusement, on consacre ce show énormément aux crossmen, mais c'est vrai que les enduristes, pour les avoir, c'est compliqué. Ils sont toujours en train de faire de la marche et tout ça avant les épreuves. C'est très difficile de les avoir, mais là, on a du lourd. On a le champion du monde en titre en E2, plusieurs titres de champion de France, évidemment, et aussi il a eu un gros niveau en cross pour tous les crossmen qui nous suivent, notamment un podium en MX, en GP MX2, pardon. C'est le solide Loïc Larieux. Comment ça va, Loïc? Ouais, très bien, ça va, c'est cool de m'inviter. Ouais, c'est vrai qu'un enduriste sur le live, c'est un peu différent, mais bon, j'ai eu un passé de crossman, donc ça va, apparemment, je suis accepté. Oui, c'est Ouais. bon. On a commencé, tu sais qu'on a commencé les lives avec Jérémy Taroux quand même. Donc, Ah, bon, ça va, donc ça c'est va. bon. Sur le même chemin. Exactement. Bon, ouais, ça va, du coup, Loïc, ouais, c'est vrai qu'on disait que pour vous avoir en pleine saison, c'est compliqué, les enduristes, parce que, bon, surtout quand toi, tu fais championnat de France, championnat du monde, c'est vrai que c'est solide au niveau des voyages, vous partez longtemps à l'avance pour marcher. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour toi, venant du cross, et comment ça s'est passé vraiment au début pour toi? Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de dates en soi. Je crois qu'on doit être à peu près, je dois faire à peu près 15 courses à l'année. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en enduro, on part la semaine complète. Et encore là, maintenant, voilà, ils ont rétréci les temps de repérage. Donc, on a le droit de repérer à partir du mercredi matin 9h sur le championnat du monde. Donc, ça veut dire qu'on fait les voyages le mardi pour arriver un peu à l'avance, aller à l'hôtel, prendre les bouteilles d'eau pour la longue marche qui nous attend dès le mercredi matin 9h. Et puis voilà, mercredi, que de la marche. Jeudi, une bonne demi-journée de marche, voire un peu plus, et on essaie la moto sur une spéciale tracée un peu à côté. Vendredi, on remarche encore et il y a le super test le soir. Puis après, deux belles journées de course samedi, dimanche, en moyenne 7h30 de moto par jour. Donc, ouais, ça fait des semaines bien remplies. Éprouvant, vraiment éprouvant un week-end. Donc, du coup, on peut pas appeler ça un week-end de course, mais une semaine de course. Ouais, semaine de course, du coup, ouais, comme son nom l'indique, ouais, ça tire pas mal sur l'endurance, du coup, parce que, mine de rien, ça prend du jus, les repérages, parce que certes, c'est que de la marche, mais bon, des fois, il y a pas mal de dénivelé, c'est surtout le but, c'est de se rappeler de tout. Donc, on est aussi fatigué musculairement que cérébralement, je veux dire, là, on finit les journées, on a du mal à penser. Et toi, ça a été facile pour toi au tout début, essayer de te rappeler vraiment ta première année d'enduro, de passer du cross à l'enduro. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. C'est vrai que déjà les repérages en font partie parce que marcher pour marcher, ça sert à rien. Il faut marcher pour s'en rappeler. Et s'en rappeler après, c'est une chose, mais aussi après arriver dessus sans essai, partir au chrono au plus vite, évaluer les distances entre les voir à pied et sur la moto, c'est complètement différent. Donc, ouais, ça fait partie des gros points. Après, ben voilà, aussi, c'est comme je le dis un peu, c'est lié. On part direct au chrono dans des trucs qu'on connaît pas, quoi. Je veux dire, on n'a pas d'essai libre dans les spéciales. On les a juste marchés. Donc, des fois, il y a quelques surprises, surtout au début. Après, avec l'expérience, on s'y fait, mais ça fait partie des choses un peu compliquées parce que d'autant plus qu'on arrive souvent dans les spéciales qu'on connaît puisqu'on les a marchés. Après des liaisons assez laborieuses parfois où on pousse la moto, on arrive, on est au bout du rouleau. Puis là, il faut switcher le mode, passer en mode chrono. Donc là, ça nous rappelle un peu ce qu'on a connu en motocross, mais bon, juste avant, on l'a pas trop connu, pardon, d'être mis un peu à rude épreuve. Là où il y a personne, quoi. L'envers du décor, on va dire. Ouais, C'est c'est beaucoup plus difficile un championnat du monde qu'un championnat de France. Je Oh, parle au oui, niveau de la globalement, technique, tu on vois, a. au niveau des Ouais. liaisons et tout.
Ouais, tout est bien plus compliqué sur le mondial. La seule différence, c'est que le mondial, on est moins nombreux. Du coup, logiquement, la course est un poil plus courte. Alors que sur le championnat de France, vu qu'il y a beaucoup de participants, le temps que tout le monde fasse la boucle, ben, on promène un moment. Alors certes, c'est bien moins dur, mais on fait plus d'heures de moto sur le championnat de France. Après, ben, nous, voilà, dans du cross, ce qui nous intéresse, c'est les spéciales. Hein, se promener en chemin, ça va bien 5 minutes, mais on veut se départager au chrono. Donc, du coup, personnellement, je préfère le mondial qui est plus rythmé et également ouais, plus technique. Les liaisons et les spéciales du mondial sont quand même bien différentes de celles du championnat de France. Alors, Jérémy Taroux, il nous disait que c'est à la fin d'un week-end de France, t'as plus envie de faire de la moto, quoi. T'as passé vraiment du temps sur la selle. C'est vrai ça? Ouais, c'est exactement ça. À chaque fois, le France, c'est plutôt, ouais, comme je disais 7h30 parce que j'ai essayé de faire un mix entre le France et le mondial. Mais on va dire que globalement, c'est plutôt 6h30 le mondial, 7h maximum. Et on est plus sur 8 bonnes heures au championnat de France. Donc c'est clair que 8 bonnes heures pour aller, on va dire, maximum, vraiment maximum 1 heure de chrono. Ça veut dire qu'il y a 7 heures à promener dans les chemins. Bon, il faut les faire, quoi, sans trop d'objectifs dans les chemins. Et puis Jérémy comme moi, voilà, on a des années de moto dans les pattes. C'est sûr que le lundi, on n'a pas trop envie d'y retourner. On a un petit commentaire de Pierre Ourdin, qui est notre enduriste. Souvent, il commente sur le live. Il a participé à des épreuves du championnat du monde. C'est différent du motocross, c'est-à-dire que des pilotes, tout le monde peut participer au championnat du monde. En fait, si moi demain j'ai envie de m'inscrire, je peux y aller. J'ai pas besoin d'être dans un team. C'est quand même un des gros. Est-ce que tu penses que c'est un gros plus par rapport au motocross? Je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Après, je suis pas complètement d'accord. Je pense que si on a un portefeuille malheureusement bien rempli, on peut s'engager à un MXGP ou à un MX2. Je vois pas où est le souci. En motocross, il suffit voilà, d'arriver et de payer. Ouais, l'enduro, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas besoin de structure. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'au final, c'est une question d'argent, quoi. Ben, ouais, le motocross, il faut payer un team pour pouvoir rouler. Ben là, on paye notre engagement, on peut rouler. C'est vrai que c'est plus facile, mais indirectement, il n'y a pas plus de barrières, selon moi, en motocross qu'en enduro. Ouais, la seule barrière au final, c'est le team et c'est la structure que l'on peut se payer. C'est ça. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Toi qui es du coup champion du monde cette année E2, comment as-tu préparé justement cette saison physiquement, techniquement? Est-ce que tu as fait des choses en plus que par rapport aux années précédentes? Ou différemment plutôt? Ben, différemment, certainement un peu, même si je m'en suis pas trop aperçu, parce que ben, déjà le fait de changer d'équipe, de changer de moto, il faut se réhabituer à pas mal de choses. Il faut retourner un peu en Italie, voir comment ça se passe, que l'usine est là-bas. Donc du coup, ça fait des spots différents, des personnes différentes, une moto bien différente également. Donc ça fait pas mal de changements. Après, en soi, cette année, c'était ma 20e saison de moto, donc au bout d'un moment, je commence à savoir un peu ce qu'il me faut et ce qu'il me faut moins. Même si c'est toujours délicat, on a toujours envie de travailler ses points forts et de laisser ses points faibles un peu de côté. Mais non, j'ai pris les choses sérieusement puisque je me suis engagé à cette équipe surtout pour justement voilà, pour le challenge sportif, on va dire, plus que l'argent. Parce que j'aurais pu en avoir peut-être un peu plus ailleurs de l'argent, mais ce que je voulais, c'était gagner. Et voilà, j'ai vu que cette équipe avait gagné par le passé, ils étaient motivés, ils voulaient absolument me faire rouler, ils voulaient qu'on soit champion du monde. Et je pense que voilà, c'est un tout, toutes les choses qu'on a mis en place aussi avec Jérémy Joly, que j'ai pris comme pisteur. Alors là, pareil, c'est un peu un truc spécifique à l'enduro, c'est un ancien pilote donc, qui me suit sur les Grands Prix. Et comme on n'a pas de reco, on part d'un tour à l'autre. Il y a eu 200 motos qui sont passées, donc forcément les spéciales ont bougé. Il les a marchés avec moi la semaine et du coup, ben, entre le premier et le deuxième tour, il va rechecker les endroits où on avait déterminé que ça pouvait varier. Et il vient me le dire à l'entrée de la spéciale. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en arrière-plan. Je me suis structuré, voilà, l'équipe c'était une chose. Puis moi personnellement, voilà, j'ai fait le choix de bosser avec Jérémy Joly pour peut-être voilà, qu'il m'apporte la chose qui me manquait. Ça a marché, donc voilà, c'est plein de petites choses qui ont fait que ben, on est allé au bout. On avait une question sur la préparation physique. C'est encore une question de Pierre. C'est quoi un entraînement type pour toi? En saison, on va dire. Peut-être pas maintenant, mais en saison.
En saison, je pense que on réduit pas mal la charge parce que c'est vrai que c'est quand même usant, les voyages, la marche, les 2 jours de course, donc il faut aussi savoir s'écouter. Comme je le disais aussi, voilà, c'est ma 20e saison, j'ai un peu mal partout, je suis un peu déjà usé, on va dire, donc il faut apprendre à s'écouter et pas forcément à vouloir en faire trop, donc je réajuste de semaine en semaine. Si une semaine je sens que j'ai vraiment besoin de faire de la moto, j'irai faire plus de moto que du physique. Et si au contraire je me suis fait mal un peu en moto ou que je sens un peu une lassitude, je bascule sur le vélo. Voilà, le vélo, il y a plusieurs, il y a le VTT, il y a le vélo de route, la course à pied quand c'est possible, quelques exercices en salle, du gainage, tout ça. Enfin, des choses à faire, il y en a plein. Et nous, en enduro, tout nous sert. Donc, du coup, c'est vraiment facile de varier. Et du coup, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Je change mon programme tout le temps, quoi. Je fais un peu suivant ce qui arrive, ce que j'ai besoin. Suivant le nombre de courses à venir aussi, ça peut être important. Si on enchaîne 3-4 semaines en dehors de la maison, il vaut mieux prendre des forces plutôt que d'aller se cramer et faire des choses entre guillemets quasi inutiles. Et si à contrario, on a un trop gros creux, il faut pas s'endormir, donc vite aller faire un peu de cross, un peu d'enduro, un peu d'extrême. Enfin, il y a énormément de choses à faire, donc je pourrais pas déterminer exactement une semaine type d'entraînement. Ouais, tu la gères par rapport à tes envies, à ta fatigue, à vraiment à plein de paramètres que tu connais au bout de 20 ans de moto, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et puis là, j'ai la chance avec TM aussi, par exemple, ça c'est encore autre chose pour éviter également la lassitude. J'ai souvent 2-3 motos différentes à la maison, donc du coup, entre le cross, l'enduro, travailler un peu les extrêmes, plus toutes les motos différentes que j'ai, résultat, je fais jamais la même chose. Et ça, par contre, ça me plaît énormément. Et justement, j'avais une question par rapport à ton équipe maintenant, par rapport à TM. Comment ça se passe quand tu es à l'intérieur, l'ambiance par rapport à TM? Est-ce que c'est une ambiance plutôt familiale? Est-ce que c'est très cadré? Est-ce que, voilà, je sais pas du tout comment ça peut être dans une structure comme celle-là. Explique-nous toi un petit peu comment tu le vis de l'intérieur. Là, concrètement, j'ai souvent été dans des équipes officielles, mais là, c'est carrément l'usine. Donc on bosse directement avec les personnes qui sont toute la semaine à l'usine, qui taillent eux-mêmes les pièces, enfin qui fabriquent tout. Donc déjà il faut arriver à les comprendre, à échanger avec eux, à savoir comment ils fonctionnent. Ça a été un peu l'année découverte, quoi. Au final, c'est des vrais passionnés. Ça a beau être une usine, j'ai eu connu des teams avec bien plus de personnes. Au final, ils sont très peu nombreux. Mais par contre, voilà, ils comptent pas leurs heures et c'est assez impressionnant. C'est quasi militaire de leur côté. Ils sont en nos petits soins. Après, bon, voilà, faut aussi que ça bosse derrière. Ils ont souvent un œil là-dessus d'ailleurs pour voir si réellement on bosse ou si on s'entraîne pas. Parce que voilà, limite. Ce qui leur plaît, c'est vraiment la partie compétition, les résultats la gagnent. Tout le reste, à la limite, ils n'ont même pas le temps de regarder si je vais mettre 3 publications Facebook par jour ou si je vais pas en mettre de 2 mois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que je m'entraîne pour gagner. Ça, Voilà. le reste, c'est pas Ça, leur problème. ça me convient très bien. Le reste, ouais, ils s'en foutent. C'est vraiment la compétition et gagner des courses qui les intéressent. Et c'est pour ça aussi voilà, que je suis allé chez eux, parce que c'est exactement ce qui me correspond. Le reste, c'est pas trop pour moi, malheureusement. Il faudrait que je m'améliore là-dessus, la communication, tout ça, mais voilà, Ouais, on est quand on dans ce gagne, quand on mode. gagne, on n'a pas trop besoin de communiquer, c'est pas trop grave. Ouais, normalement, c'est ce qu'on dit, mais bon, on nous en demande toujours plus, donc voilà, il faut savoir évoluer avec le temps, et c'est vrai que maintenant, ça passe par communiquer, les réseaux, tout ça, donc bon, j'essaye de m'y mettre, mais voilà, j'ai aucune pression de leur part et c'est plutôt cool parce que j'ai comme juste à me concentrer à m'entraîner et à bosser, développer les motos. Est-ce que Sinon, t'as- tu demandes à Blaise qui te gère tes réseaux sociaux, comme ça, il apprendra un peu un enduro aussi. Ça, c'est pas mal. Bon, il risque d'avoir quelques conneries des fois hein, sur Instagram et Facebook, mais bon, c'est pas. Il apprendra lui. C'est pas grave, ça marche bien ça. Ouais. Et plus sérieusement, est-ce que tu as eu du mal à t'y faire à la TM par rapport à la IAM? Quand tu es passé de IAM à TM, est-ce que tu as eu un certain temps d'adaptation ou au contraire, avec tes années d'expérience, est-ce que tu as réussi à l'adapter très facilement à ton pilotage et à ton gabarit?
Il y a toujours un moment d'adaptation, quelle que soit la moto qu'on change, hein, puisqu'on s'habitue à sa moto, on se la règle, donc forcément, dès qu'on va changer, même pour quelques tours, il y a toujours un décalage. Après, il y a quand même pas mal de similitudes, puisque les suspensions sont quasi les mêmes. Ah, Ah, petite c'était coupé. coupure. On a Ah, perdu Loïc. ça va revenir Blaise, normalement. Ouais, moi c'est bon. Je suis bien. d'accord. Tu as l'image de Loïc Oh, ou? non, c'est bloqué aussi. Je pense que c'est du coup la connexion de Loïc qui a dû faire faux bon. Bon, mais Bon, Nico, peut-être. Nico, on n'a qu'à parler d'enduro avec toi du coup en attendant. Ouais, ça va être beaucoup moins passionnant. On a pas mal de questions là. Il y a Bobby Lapointe, notre habitué, qui s'intéresse à l'enduro. Je vois bien, ça y est, bientôt on va le voir avec une plaque phare. Depuis qu'il a entendu que Baguette allait rouler. Polyvalente. Ah, c'est Ah, bon, ouais, on parce t'a que retrouvé Loïc, Loïc. on a perdu au moins une bonne Ouais. minute de tout ce que tu disais. Ouais. Tu as été coupé. Ah, ouais, je me Donc, disais bien, ça bougeait plus. ouais. Dis-nous Donc je Donc, rapidement. disais, il faut que tu reprennes, ouais, il faut que tu reprennes quasiment depuis le début, mais en gros, voilà les plus grosses différences. Ou est-ce qu'il y a eu un gros temps d'adaptation pour passer de la Yamaha à la TM? ben, voilà, comme je le disais, il y a des choses qui sont pareilles, les suspensions sont quasiment les mêmes, cadre alu. Après, la cylindrée, il y a beaucoup de différences, puisque la 304 TM, c'est une très bonne moto puissante, mais qui se rapproche malgré tout plus d'une 2,5 que d'une 4,5. Et la 4,5 YAM, ben, on la connaît, il y a des chevaux à revendre, donc c'était pas toujours simple. Mais voilà, en enduro, il faut trouver le bon compromis. Et parfois, ben, il vaut mieux la 450 parce que ça mange des chevaux où c'est rapide et c'est top. Et parfois, c'est sinueux, très lent. Et là, ben, on se régale un peu plus avec une petite moto. Donc, ouais, il a fallu que je m'adapte un peu à attaquer un peu plus parce qu'une 304 ans, voilà, ça se pilote comme une 2,5. Donc, il a fallu travailler un peu plus d'agressivité et la relancer, rentrer plus vite qu'avec une 450 YAM. Ben, il suffit, avec mon pilotage, d'être assez coulé pour être efficace. Là, ça marche un peu moins, faut y aller un peu plus. Donc, ça a été, on va dire, entre guillemets, la seule adaptation à faire. Question Pour rester, intéressante. Juste Nico, vas-y. j'ai une question intéressante, donc j'en profite tant que je l'ai, de Fabien qui nous demande si tu fais du développement pour les futurs modèles de la marque. Ouais, il nous demande souvent, ben, dans toutes les équipes où je suis, chez Yamaha, c'était un peu pareil. Ils nous demandent un peu pour la série aussi, qu'est-ce qui pourrait convenir un peu à tout le monde. Parce que nous, on choisit certaines options, des fois, mais qui sont un peu trop élitistes. Donc, on essaie régulièrement des pièces qui montent après sur les pré-séries. Là, chez TM, c'est un peu pareil. Ben, j'ai reçu, là, il y a 15 jours, la nouvelle 304 ans. Donc, eux l'ont sorti d'une façon dans le commerce. Et puis là, je suis déjà en train de tester des pièces pour moi, mais également pour la série. Parce que voilà, eux, comme je le disais, c'est des fabricants, donc c'est pas un souci de faire un arbre à câble, de faire une boîte à vitesse, de faire plein de choses. Donc, du coup, ouais, ça arrive assez régulièrement et c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs motos, plusieurs cylindrées. Parce que quelle que soit la moto qu'ils nous donnent, eh ben, ils veulent avoir un retour derrière, ils veulent savoir ce qu'on en pense, les réglages qu'on utilise et qu'est-ce qu'on aimerait pour l'améliorer. Donc, ouais, ça bosse pas mal dans ce sens. D'accord. Qu'est-ce que tu changes par rapport à la moto de Monsieur Tout le Monde? Qu'est-ce que vous demandez, vous, les pilotes pro, de différent? Bah, en enduro, c'est pas comme en cross que déjà on n'a pas de départ pour voir quelle moto marche le plus, on n'a pas de montée Hmm. côte à côte. Je veux dire, là, on est tout seul. Donc, on axe vraiment le développement sur ce qui nous convient le mieux, sur ce qui est le plus efficace. Donc, c'est-à-dire que des fois, ben, on va tracer une spéciale, partir au chrono direct, voir un peu ce que donne la moto à brut. Ou pareil, après on l'a fait dans l'autre sens ou quoi, pour essayer d'avoir le moins de repères possible, pour essayer de s'identifier à ce qu'on va retrouver en course, quoi. Parce que en tant que crossman, voilà, la spéciale, plus je vais la faire, et plus les temps vont tomber normalement. Hmm. Mais en enduro, c'est trop tard souvent. Si on attend le 10e tour, la course elle est finie et le deuxième jour il est terminé. Donc c'est vraiment d'avoir une moto polyvalente et facile à exploiter. Et déjà, au niveau du moteur, de ton moteur, est-ce que tu pars sur la base de cross ou la base enduro, toi? Ça dépend des motos que j'ai utilisées. Là, après, honnêtement, chez TM, je sais C'est pas du tout quelle base j'ai. ouais, c'est complet usine, donc Euh, du coup, ça part pas sur une base de ouais, série, je quoi. sais pas du tout à quoi ça correspond, parce que j'ai jamais essayé. Ah, autre petite coupure.
On a reperdu Loïc. Mais la collection, c'est pas chez moi pour une fois. Non, c'est la Ouais. connexion du Ah, côté c'est du bon, Languedoc. Loïc, C'est bon on t'a retrouvé. Parfait. Depuis qu'on est passé Occitanie, on nous a Ouais. coupé la Donc, connexion disais, dans le Languedoc. c'est ça. C'est pas terrible, ça marche pas. Et donc, je disais que, ben oui, la 450e, par exemple, l'an dernier, on avait des WRF et puis j'avais fait monter quelques pièces de la crosse au final, parce que ça avait beau être une moto puissante, il y avait un petit trait de caractère qui me plaisait un peu plus. Et là, pour en revenir au TM, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai donné des orientations, mais je sais pas si ça correspond plus au modèle cross ou au modèle enduro. D'accord. On a une question d'Antoine qui nous demande, au niveau professionnel, l'ambiance sur les courses par rapport au cross en enduro, entre les pilotes, dans le paddock, comment ça se passe vraiment, concrètement, quand tu es au milieu? Ben, ça se rejoint un peu à ce que je disais avec les motos. On n'est pas en concurrence directe. Donc déjà, on peut pas dire ouais, lui il m'a coupé en deux, lui il m'a sorti, lui sa moto ne marche plus. Moins de petites Nous, histoires, tout quoi. ça, il y en a pas. Donc on se voit très peu rouler. On n'est jamais en concurrence directe ou quasi jamais. Du coup, ben, c'est vraiment celui qui fait les meilleurs chronos qui gagne. Donc je pense que ça crée bien moins de tension. En principe, on se parle tous dans le paddock. On peut manger au même resto, tout ça. On voyage souvent dans les mêmes avions, puisqu'on a les mêmes. On doit marcher le mercredi matin 9h, donc le mardi, on se croise tous dans les aéroports, tout ça. Et ouais, l'ambiance est plutôt cool. J'ai pas souvenir que c'était aussi. Qu'on partageait autant de choses en motocross. Après, c'est vrai que déjà, c'était que du vendredi au dimanche soir en motocross, donc ça réduisait les jours. Mais chacun était enfermé dans son camping-car, tout ça. Là, en enduro, c'est pas trop comme ça, quoi. Je veux dire, tout le monde passe d'un moment à l'autre, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, quoi. C'est free et tout le monde discute avec tout le monde et c'est cool. Et du Pour, coup, vas-y Nico, pardon. ouais, pour rester juste, pour pas trop s'éloigner de TM, vu que c'est une marque italienne, est-ce que ça a été compliqué pour toi de négocier de faire le championnat de France? Ben, l'an dernier, oui, parce que voilà, c'est l'Italie, c'est la marque italienne, ils veulent s'imposer chez eux. Ouais. Après, bon, ben, voilà, je fais les efforts d'un côté, il faut en faire de l'autre. Moi, je suis bien en France. L'Italie, ça me fait beaucoup de déplacements. Qui dit beaucoup de déplacements dit des frais différents. Mhm. Et on sait très bien que quand on disparaît des championnats de France au niveau de tout ce qui est médias, tout ça, ben on est oublié, quoi. Dans toute la presse spécialisée, tout ça, on n'apparaît plus. Donc, personnellement, après, voilà, les quelques sponsors extrasportifs qu'on a nous demandent de participer au championnat de France. Et c'est vrai que ben, nous, c'est plus sympa de rouler devant le public français que d'aller dans un pays étranger, même si l'Italie a un super championnat, puisque j'ai pu le découvrir cette année en faisant 2 épreuves. J'avais demandé à y participer l'année prochaine, et puis au final, cette année, en 2020, c'est l'effet inverse. J'ai demandé à rouler en Italie, ils m'ont dit non, non, il y a du boulot à faire en France encore, donc tu restes en France. Ah, ouais, c'est cool ça. Sauf les classiques. Est-ce qu'on va te voir sur des classiques en 2020? Je pense pas, malheureusement, j'aurais bien aimé refaire le trèfle, mais après, voilà, il y a toujours la guéguerre avec l'OS. Donc, Ah, ouais. nous, pilote TM, on a interdiction de faire des courses de ce championnat-là. D'accord. Donc ça réduit un peu les choses. Il y avait la Val de Lorraine au mois de mars, il me semble. Mais Ouais. là, pareil, j'ai beaucoup de fans qui me demandent d'y aller parce que j'avais Ouais. fait un show assez impressionnant pour mes premières années d'enduro là-bas. Mais pareil, il y a des courses du championnat italien où je serai obligé d'aller pour me préparer pour le début de saison. Donc du coup, il y aura pas de classique au programme encore en 2020. L'année prochaine, on te retrouve sur la même cylindrée? Ouais, tout pareil. Par contre, il y aura une nouvelle moto. Donc là, ben, il y a une nouvelle 304 temps avec issue un peu du moteur de la 2.5 avec le double échappement et un moteur issu du Moto 3. Donc voilà, globalement, c'est le même châssis, les mêmes suspensions, tout pareil. Il y a juste le moteur, le bloc moteur qui change avec l'échappement. Mais mine de rien, ça fait une sacrée différence. Donc voilà, même championnat, même moto plus ou moins. Et surtout, voilà, essayer de reconquérir ces titres. On a quelques questions dans le live, donc de Théo qui demande qu'est-ce que tu penses du nouveau format du mondial avec le WES de l'autre côté. Alors, on a beaucoup de crossmen qui savent pas ce que c'est le WES.
Pour expliquer rapidement, hein, c'est un nouveau championnat qui a été créé il y a 2 ans maintenant, quand KTM et Husqvarna se sont sortis du mondial classique. Ils ont décidé de créer leur propre championnat. Moi aussi, je viens un petit peu de l'extérieur, un petit peu du motocross, mais j'identifierais plus le West d'un championnat extrême et le mondial, c'est du vrai enduro. Maintenant, voilà, c'est quoi ton point de vue sur ces 2 championnats, toi, Loïc? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu des confusions pour les gens extérieurs. Mm. Euh, Sachant que c'est, c'est exactement ça. c'est extrême, mais on a quand même une course comme le trèfle qui est mythique et classique et qui fait partie du West, quoi. Donc ils ont essayé de regrouper plusieurs trucs. Ouais, ils ont voulu récupérer un peu toutes les courses populaires, on va dire, entre guillemets. Et puis, comme il y avait énormément d'extrêmes dans les courses populaires, ils ont essayé de grappiller quelques courses, voilà, comme le trèfle. Je sais qu'à un moment donné, ils voulaient être au Touquet, mais je crois que ça s'est pas fait. Ou alors ils l'ont fait une année, je me rappelle plus parce que je suis pas forcément. La Red Bull Club Cloud aussi dans le sable. Enfin, ils essayent de diversifier, mais ça reste une course extrême. Qui à mes yeux ne représente pas grand chose de crédible parce que un Jarvis dans les courses extrêmes c'est des machines, c'est des ex-réalistes, je veux dire ils sont pas dans le même monde que nous. Par contre quand on les met dans le sable ils sont pas dans le même monde que les top pilotes de sable, donc ça discrédite un peu les choses quoi. Je veux dire le mec qui va gagner le championnat il va dans le sable faire 25e et gagner toutes les courses extrêmes, donc le trèfle il va faire 10e. C'est un peu spécial, donc moi j'adhère pas forcément. Si on me proposait de le faire, j'irais pas d'ailleurs, parce que je suis pas très réaliste dans l'âme. Ça faisait partie de mes questions. Est-ce qu'un jour, au nom de l'humour, ou au nom du fun peut-être, t'iras faire l'Erzberg ou une épreuve comme ça? Ah oui, une course isolée pour, ouais, comme tu dis, pour le fun, pour tenter, pour voir ce que c'est au final, parce qu'on connaît pas réellement comment se déroule cette course, même si à mon avis. Pour des mecs comme moi qui sont pas issus du trial, c'est plus une galère qu'autre chose. Mais bon, voilà. Après, comme on dit, il faut pas mourir con. Donc, si tu y vas, Nico y va. Il s'inscrit aussi. Mais après, non, faire un championnat comme ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Bon, du coup, c'est bien. T'as bien répondu à la question et tu nous as éclairci un peu sur comment c'était. Je pense que tout le monde a compris en commentaire. Mais si jamais, n'hésitez pas. On a dit, Loïc, que tu as débuté par le cross. J'aimerais revenir à la charnière, tu sais, la saison où tu as basculé du cross à l'enduro. Comment ça s'est passé et pourquoi justement tu es passé du cross à l'enduro? Ouais, ben ma réponse va de nouveau, enfin, va éclaircir peut-être encore pas mal de lecteurs parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'envers du décor, même si récemment notre ami Michael Pichon éclaircit un peu les gens extérieurs avec ce qui se passe en motocross. J'ai eu la chance d'arriver en Grand Prix Cross. On m'a donné ma chance avec un guidon quasi officiel chez Yamaha en 2009. J'ai fait une très bonne saison cette année-là, donc du coup c'est là où je réalise mon podium au Grand Prix de France à Ernée. Donc super saison, j'avais 2 ans de contrat, donc l'année d'après rebelote. Puis là, entre-temps, il y avait eu des petits soucis en interne dans le team, il n'y avait plus de motoriste, tout ça. Ma moto qui était censée être la même ne l'était plus, elle faisait que casser alors que l'année d'avant elle tournait très bien. Donc il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là. Je me suis énervé parce que j'étais jeune. Je voulais prouver que moi j'étais là, que j'avais le niveau et que j'en voulais, mais bon, parfois un peu trop et je suis parti souvent à la faute, je me suis blessé. Et suite à ça, ben voilà, le nouveau système du cross, on m'a dit ouais, ben maintenant tu as eu ta chance, si tu veux rouler dans une bonne équipe, ben il faut payer. Et je me suis toujours refusé de payer pour rouler en motocross parce que j'estime qu'on prend suffisamment de risques. On a déjà payé quand on était jeune, là voilà, j'étais professionnel. Donc si personne voulait me donner ma chance, au moins à zéro, quoi, entre guillemets, que ça me coûte rien. Je préférais tout arrêter. Donc c'était soit tout arrêter, soit je commençais à regarder un peu ce qu'il y avait quoi, dans le sport moto, tout terrain, pour me recycler. Quoi. Et faire une... Pardon, je te coupe, mais faire une carrière à la... sans être péjoratif, mais à la Nico Robin par exemple, qui comme toi, tu vois, fait des bonnes places au mondial et tout ça, et puis bon, blessure, on l'oublie un petit peu. Et il reste à motocross, mais plutôt sur un championnat de France élite, championnat de France de supercross.
Voilà. Est-ce que tu l'as considéré cette possibilité? Ouais, juste avant justement de trancher, de partir en enduro, j'étais à l'époque en pourparlers avec Joss Salfranc qui créait justement un team pour faire ces championnats-là, quoi. Donc c'était le tout début du team SR. J'ai longtemps hésité parce que mon cœur quand même partait plus pour le cross et le supercross. Mais après, je me suis dit, quel avenir? Faire chasseur de primes, si on se blesse, c'est zéro. C'est un statut pas évident. Alors que là, en enduro, on proposait direct un statut de pilote officiel avec des perspectives à long terme. S'il y avait des résultats, je savais qu'il y avait des salaires en conséquence, des primes. Donc je me suis dit, voilà, plutôt que de ne pas faire ce pourquoi j'étais parti, c'est-à-dire être pilote vraiment professionnel pour faire le championnat du monde de motocross, simplement me recycler entre guillemets, sur le championnat de France Élite, qui est pourtant très bon, et le Supercross, comme beaucoup le font. J'avais pas dans l'optique de faire ça, de faire chasseur de primes, ça m'est jamais trop convenu. Je préfère me concentrer sur moins de courses et faire un peu plus du qualitatif que d'arriver à répondre présent tous les week-ends et de pleurer à droite à gauche pour récupérer les primes, quoi, parce qu'on sait que c'est compliqué. C'est compliqué d'en avoir et c'est compliqué de les encaisser surtout. Donc voilà, je me considère comme sportif professionnel, c'est mon métier, donc je souhaite gagner ma vie en faisant ça et pas prendre des risques pour rien. Donc voilà, tout simplement parce que j'avais de meilleures opportunités en enduro et je regrette pas mon choix au jour d'aujourd'hui. Et un même niveau, on va dire, en enduro et en cross, c'est plus facile de trouver un bon guidon en enduro. Plus facile, rien n'est facile en ce moment, je pense, dans le sport moto. Après, déjà, en enduro, comme beaucoup, au jour d'aujourd'hui, on peut proposer à plein de bons jeunes du cross, s'ils sont motivés, un deal à zéro, quoi. C'est-à-dire euh, tout fourni, le mécano, les pièces, tout, et nous laisser faire nos preuves. Alors qu'en cross, ça, c'est simplement pas possible, quoi. Il faut Très payer. rare, ouais. Donc voilà, là au moins, ça retrouve un peu ce que j'ai pu connaître en étant dans les derniers à passer en 2009 en Grand Prix, où c'était exactement ça. J'avais une très bonne moto, une très bonne team. J'avais à peine de quoi payer mes frais, mais si je faisais des bons résultats, je gagnais un peu d'argent. Là, en enduro, ça a gardé plus ou moins cette philosophie. Et du coup, ça rend les choses accessibles. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, un pilote qui arrive à s'adapter en enduro, sera certainement gagnant comparé à un pilote de cross. Et tu en penses quoi du chemin inverse qu'est en train de faire Christophe Charlier, de repasser au cross, du coup? Il y en a pas mal qui l'ont fait parce que ça plaît pas forcément à tout le monde, hein. Au bout d'un moment, les semaines de marche, tout ça, ça commence à peser, hein. C'est d'ailleurs surtout ça. Parce que les 2 jours de course, bon, ok, c'est 7-8 heures, mais on les sent pas spécialement. Mais par contre, partir des semaines entières où on est dans des restos, dans des hôtels entre nous, mais on n'est pas dans nos familles. C'est pas fun. Il faut le reconnaître, de marcher toutes les semaines parce que, voilà, comme je le dis, il y a un enjeu derrière. Donc on n'est pas là pour marcher bêtement, quoi. On est là pour retenir un spécial, donc on travaille toute la semaine. Je peux comprendre, voilà, qu'au bout d'un moment, on regrette un peu le motocross. Après, il a peut-être pas aussi les mêmes besoins financiers. Lui, peut-être, il a besoin de jouer pour faire chasseur de primes, avoir ce petit attrait, ce petit piment, quoi, pour le faire, pour se régaler, quoi. Je veux dire, chacun réagit différemment. Moi, je préfère tout prévoir. Et du coup, le fonctionnement de l'enduro me plaît plus que de repartir, voilà, comme tu le dis, dans le chemin inverse, cross, supercross et faire chasseur de primes, même si je reconnais que dans l'ensemble, c'est un peu plus fun. Et du coup, ton avenir, tu l'envisages comment? Tu es déjà champion du monde, tu feras quelques années. Est-ce que déjà tu as convenu d'un nombre d'années maxi à courir en enduro? Est-ce que déjà tu as convenu de ta retraite? Et est-ce que tu sais ce que tu feras après ta retraite sportive, hein, notamment?
Ouais, c'est vrai que je suis en plein dedans, parce que déjà, voilà, comme j'ai dit, 20 saisons, j'ai un poignet qui est bien ruiné, j'ai plus de ligaments, plus de cartilage, pardon, et c'est le droit en plus, donc c'est pas très marrant. Compliqué, ouais. Donc là, j'ai re-signé qu'un an avec TM 2020, parce que je sens que voilà, physiquement, je suis bien abîmé. Donc je préfère être prudent et voir année après année ce que ça donne, si je suis toujours capable de rouler à haut niveau, parce que si c'est juste pour, entre guillemets, prendre l'argent et ramener la moto au parc le soir, ça m'intéresse. Ah. Je me suis un peu... Donc tant que je serai en mesure de pouvoir travailler pour gagner, je continue. Mais bon, c'est vrai que voilà, tout dépend de la fin. Et le fait d'être papa, est-ce que ça te change, est-ce que ça change justement les mentalités? Est-ce que justement c'est ça qui te fait dire, faut peut-être jouer un peu la sécurité maintenant? Euh, oui et non, parce que j'étais déjà dans cette optique-là, donc avant d'avoir ma petite. Après, c'est sûr que en dehors de la moto, forcément on y pense. Maintenant, on dit on a une famille, on n'est plus tout seul. Après, sur la moto, non, pour l'instant, voilà, ma petite est arrivée durant la trêve estivale. Il y avait pas mal de courses après. Je redoutais un peu ce moment-là, puis au final, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Quand je monte sur la moto, je fais abstraction de tout ça. Donc pour l'instant, ça ne me limite pas, donc c'est une bonne chose. Non, c'est vraiment que j'arrive progressivement dans les âges où on commence à réfléchir pour la suite, parce que voilà, encore je suis pas très vieux, j'ai 28 ans, mais voilà, je suis bien usé, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai atteint les objectifs que je voulais atteindre. Donc je me dis que maintenant, voilà, c'est que du bonus. Et du coup, tout à l'heure, on a été un peu coupé. Je sais pas si tu as répondu à la question de ce que tu pensais faire après, justement. Est-ce que tu envisages d'être entraîneur, essayer d'être dans un team, faire complètement autre chose que la moto? Tu le vois comment, toi? Moi, je le vois que entraîneur, c'est sûr, je le ferai pas. J'ai pas les diplômes et je compte pas les passer. Non, je pense que je vais quitter un peu le milieu. Moi, ce qui me plaît depuis toujours, c'est les tracteurs, c'est les camions, tout ça, c'est le TP un peu. Alors après, pas le TP en ville, pas faire des canalisations, ça me fait pas rêver, mais bon, gentiment, je fais modestement, on va dire, je refais quelques circuits autour de chez moi. Et puis après, je prends un peu du boulot par-ci, par-là. Ouais, ce qui me plaît, c'est de travailler la terre, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je ferai exactement, je le sais pas. Mais voilà, j'ai quelques engins et j'aime refaire des pistes, faire des chemins, des machines, des trucs. Ça me plaît bien. Donc, savoir exactement ce que je vais faire, je le sais pas. Mais je pense me diriger un peu vers le TP. D'accord. Intéressant ça. Et en restant sur les... Ouais, je connais, je suis passé par là, mais bon. Moi j'étais plus dans les bureaux parce qu'il fallait pas me donner une mini-pelle, hein, sinon j'aurais tout cassé. Ah. Pour le coup, les canalisations à Toulouse, j'aurais tout pété. Là, j'en ai fait toute la journée, je suis rincé. J'ai fait 12 heures aujourd'hui, c'est plus dur que 8 heures d'enduro, je crois. Ah ouais, là, c'est bon. Voilà, il y en a qui posaient la question tout à l'heure, comment tu te prépares? Et voilà, il faut faire de l'appel. Voilà. Le secret du champion du monde d'enduro E2 cette année, on l'a eu. C'est ça. De l'appel et du bob. Et être papa, du coup, aussi, c'est compatible en étant sportif de haut niveau? C'est faisable, être papa et sportif de haut niveau? S'il y a une bonne maman derrière, oui. Non, parce que ça fait du boulot. C'est vrai que ça change une vie. Donc, il faut s'adapter. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est pas une contrainte parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai la chance que ma copine s'investit beaucoup auprès de ma fille quand je suis pas présent. Et après, j'essaie au mieux de prendre le relais quand je suis par là parce que, voilà, on n'est pas tous les jours ou toutes les semaines dehors, hein, donc on peut se relayer. Et puis, non, ça fait grandir. Et puis, ça fait plaisir aussi, quoi. C'est une fierté quand on rentre à la maison et que notre fille nous attend.
Je passe moi sur les questions, hein. Ça fait 2 fois qu'on l'a cette question. Elodie nous parle du Touquet. Est-ce que c'est une course qui t'intéresse, toi? Ouais, c'est vrai que c'était une course qui m'intéressait. Je suis d'ailleurs allé la voir là quand j'étais chez Yamaha parce qu'on m'avait proposé de la faire hein, via le Team Outsider. Et donc je suis monté voir un peu comment ça fonctionnait parce que j'avais jamais vu cette épreuve en réel vu que c'est à l'opposé de là où j'habite. C'était pas la porte à côté. Et j'y avais songé, puis quand j'ai vu le nombre de mois de préparation que ça demandait pour être performant, le développement sur la moto, le nombre de pièces qu'il fallait avoir, tout ça, également connaître cette course, parce que ben, ça s'invente pas hein, de passer les attardés à droite, à gauche, par-dessus. Je veux dire, il faut être un sacré acrobate, en plus d'être un bon pilote dans le sable. Donc j'ai vu que c'était bien trop de préparation pour être performant. Donc en tant que, on va dire, y aller pour jouer quelque chose, j'irai pas. Après, un jour pour le fun, pourquoi pas. Ouais, en plus la préparation. Justement, j'avais cette question-là. Est-ce que la préparation pour l'Enduropal du Touquet ressemble à la préparation pour une saison d'enduro? Bah, il faut savoir qu'en enduro, on n'a pas d'épreuve dans le sable déjà. D'accord. Donc nous, il y a pas grand intérêt à faire une longue préparation dans le sable et des endurances de 3 heures parce Ouais. que certes, on fait un bon nombre d'heures de moto, mais en heures de chrono, on a un maximum, grand maximum 1 heure et demie, je crois. Donc du coup, c'est pas complètement compatible. Et par contre, ça nous mangerait tout l'hiver et ça nous ferait enchaîner quasiment ben, les 2 saisons à mesure. Ça veut dire zéro coupure. Et ben, moi, physiquement, je peux pas enchaîner les deux disciplines, quoi, entre guillemets, parce que c'est quasiment 2 disciplines différentes. Et ça demande bien trop d'entraînement, de sacrifice pour espérer arriver à performer sur les deux la même année, quoi. D'accord. Il y a Nico? il y a des questions qui n'ont rien à voir hein, dans le live. On me demande ma préparation pour vendredi midi. Bon, ça, c'est Julien. Effectivement, on mange ensemble vendredi midi, mais je ne me prépare pas spécialement pour ça. Ah, Nico, bon, question là. Et il y a Raphaël. Allez, ça fait 2 fois qu'il pose la question, Raphaël. Le pauvre, je pense qu'il s'est fait entuber, mais seul toi, Loïc, peut y répondre. Il y a une question. As-tu déjà eu en possession une KTM 530 EXC kit 570 en double monte? Parce qu'il vient d'en acheter une et l'ancien proprio disait que c'était la tienne. Est-ce qu'il s'est fait entuber du coup, notre ami Raphaël? ouais, je crois que parce que j'ai jamais eu de tel bolide en ma possession. Ah, oh, désolé, ça faisait 2 fois. C'était le ça. Ça faisait 2 fois qu'elle était posée cette question. Je pense qu'il fallait résoudre ça, sinon le pauvre Raphaël n'aurait pas dormi ce soir. Ah ouais, non, non, désolé, Raphaël, je n'ai pas eu ce moto en ma possession. Bon, on passe sur une question un peu plus sérieuse. Théo qui nous demande ce que tu penses du nouveau Dakar. Est-ce que d'ailleurs ça pourrait t'intéresser de faire ce genre d'épreuve, de rallye raid, mais surtout avec le règlement qui a été adapté au pays de l'Arabie Saoudite? Je te lis la question Ouais, telle quelle. je pense que ouais, le Dakar s'en posait quand même de bonnes questions, quoi. Essayer de réduire au maximum les risques, pardon, parce qu'on voit que ben, il y a Dakar c'est chaque année, malheureusement, surtout en moto. Ça fait bien réfléchir, c'est très beau, très médiatique. Franchement, c'est une belle discipline. Après, j'avais une opportunité pour continuer justement avec Yamaha quand ils ont arrêté l'enduro pour partir en rallye, comme l'a fait ben, d'ailleurs mon coéquipier de l'époque, Jamie McCanney. Et j'ai refusé parce que déjà, j'étais pas trop chaud parce que j'avais vu des top pilotes comme Antoine Méo, Pierre-Alexandre René se faire déjà mal, alors que ben, en enduro, je veux dire, c'était des champions du monde, ils n'étaient pas souvent blessés. Là, ils n'ont pas arrêté de se faire mal, c'était pas des têtes brûlées. Suite à ça, Mathias Bellino, avec qui j'ai fait toute ma carrière, puisqu'on a exactement le même âge, qui part et qui, pareil, qui se massacre, entre guillemets. Donc, bon, mais j'ai dit non, votre discipline, elle me fait bien rêver, mais je continuerai à la regarder devant les écrans. Je ne veux pas prendre tant de risques, je finirai ma carrière en enduro. Ouais, Ouais, arrêtez de lui proposer du sable, des rallyes, tout ça. Il veut faire du tracteur.
Loïc. Ils les emmerdent. C'est ça. Appelez-moi pour faire des pistes. Voilà. T'as vu, ils sont chiants les gens. Ils veulent te faire de la moto encore pendant 10 ans. Non, on a dit non. Je suis ruiné déjà. Bon, on arrive presque à l'heure de live. Blaise, est-ce que tu vois des questions intéressantes ou est-ce qu'on passerait pas à la fameuse question du jour? Vial commence à nous parler de travaux publics et de BTP, donc là il est temps de passer à la question du jour. Ouais, la Vial, c'est pas mal. Il nous dit qu'il a fait 18 ans de BTP, mais bon, il a jamais rien gagné en moto, donc pour la préparation, c'est peut-être pas ça le secret finalement. Il doit manquer peut-être un truc. Ouais, il doit manquer un petit truc fun. Il faut y aller, mais à très courte, à très petite dose. Je veux dire, là, c'est pas avec ça que je gagnerai ma vie pour le moment, donc il vaut mieux que je continue à faire des entraînements moto, ça sera certainement plus rentable pour le moment. Bon, ça marche. La question du jour, du coup. C'est la dernière question pour toi, Loïc, ce soir. J'espère que tu es chaud parce qu'elle est présentée par CBO Group. CBO Group à Toulouse et à Agen, les magasins qui vendent les plus belles motos du monde puisqu'on roule dessus avec Blaise depuis maintenant quelques années. Et aussi l'équipe Deco 8 Racing. L'équipe Deco 8 Racing, depuis que je fais de l'enduro, j'en ai poncé un paquet, mais ils sont solides. Même dans les branches, dans les cailloux et tout ça, ils résistent mieux que moi. Allez, la question du jour, du coup, Loïc, comme je le disais, c'est un rapport à la préparation. On voulait avoir un petit conseil de ta part pour des pilotes, on va dire de ligue, hein, rien à voir avec le France et le mondial. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à un gars qui travaille la semaine et qui peut s'entraîner que le week-end en moto, en enduro? Je parle d'un enduriste. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il travaille en priorité pour être bon en enduro? Est-ce qu'il faut qu'il se tape des longueurs rando? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse du motocross? Est-ce qu'il faut qu'il fasse des endurances, du trial? C'est quoi, à ton avis, pour progresser au mieux en enduro? Ah là, c'est une sacrée question parce que ça peut regrouper beaucoup de choses parce que l'amateur de base, déjà, savoir qu'est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche du résultat? Est-ce qu'il cherche à finir la course? Quel type de course? Des courses dures, un peu extrêmes ou des courses un peu à la cool, championnat de France? Ouais, il faut adapter à l'épreuve en fait. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Après, c'est sûr que si c'est un championnat de France, il suffit de tenir les 8 heures de moto, donc il faut faire un peu du long. Et après, le reste, globalement, c'est souvent des prairies, quoi. Donc, travailler des champs avec du dénivelé, des dévers. Parfois, s'il pleut, voilà, de l'herbe mouillée, bien typique à la française. Donc de ce côté-là, voilà, il y a un peu de ça à faire. Et après, si c'est des courses un peu plus techniques, faire un peu de trial, se mettre dans des pierriers. Alors, certes, ça fait mal quand on tombe à la fois pour le pilote et pour la moto. Mais bon, voilà, toujours pareil, l'enduro, il faut être polyvalent. Donc essayer de faire un maximum de choses différentes. Et surtout par toutes les conditions, pluie, sec, neige, eau. Il faut tout essayer. Et en préparation physique, tu conseillerais quoi du coup? En prépa physique, je pense que c'est quand même un sport d'endurance, donc essayer de faire un maximum de cardio. Ça sert à rien de lever de la faune pour faire de l'enduro. Je pense pas que ça sert à grand chose d'avoir des bras et des jambes énormes. Je pense qu'il faut plutôt être agile et endurant, donc axé plutôt sur du fitness, donc du vélo, du rameur, de la course à pied. Et après, pas mal de gainage et de renforcement, pourquoi pas. Donc, mais après, ça sert à rien, par exemple, d'aller faire que des sprints quoi, pour préparer une course d'enduro. Bon, merci beaucoup Loïc. Rien que là, je viens de gagner des secondes sur les prochaines spéciales, Blaise. Ouais, je m'affûte là mentalement déjà. Bon, merci beaucoup Loïc. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir eu. Un champion du monde dans le live, c'est pas tous les jours, et les enduristes encore moins. Et franchement, on te souhaite que le meilleur pour 2020, ça c'est clair. Et puis pour ta future carrière dans le BTP aussi. Ouais, ça on verra, c'est pas gagné encore. Mais merci de m'avoir invité, quoi qu'il arrive. Puis un de ces jours peut-être sur un enduro. Ouais, merci. Bon, mais merci beaucoup Loïc, et pour tout le monde, on se dit à la semaine prochaine très certainement. Même heure, même endroit. C'est ça. Salut à tous. Salut, bonne soirée. Merci, salut.